Alors, bonjour à toutes et à tous. Eh bien entendu, le sujet ces derniers temps, c'est le pouvoir d'achat avec la reprise de l'inflation. Et lundi dernier, 70 000 personnes ont manifesté pour le maintien de leur pouvoir d'achat. Ils considèrent que la reprise de l'inflation ne leur permet plus de faire face à leurs dépenses essentielles. Pourtant, en Belgique, et c'est un des rares pays où cela se passe comme cela, les salaires et les prestations sociales sont indexés sur l'indice des prix à la consommation. Cela devrait assurer une corrélation, c'est pour ça que je l'ai fait, entre l'augmentation de certaines dépenses et un accroissement correspondant des revenus. Mais on nous dit que le panier de la ménagère qui est repris dans le calcul de l'index n'est pas toujours représentatif des dépenses des personnes les plus pauvres et que l'indexation, pour elles, ne suffit parfois pas. Alors on pense à d'autres solutions proposées par des partis ou par des experts. Je veux dire par des experts proposés par ces partis, bien sûr. D'abord, certains proposent de limiter l'indexation des loyers, c'est-à-dire de plafonner l'effet de l'indexation des loyers, mais pas des salaires, bien sûr. Il s'agirait, par exemple, si l'index augmente de 8%, de n'augmenter le loyer que de 3%. Ce n'est pas évident comme besoin pour les locataires qui ont des revenus indexés, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux, qu'il s'agisse de fonctionnaires, qu'il s'agisse d'employés, d'allocataires sociaux, de chômeurs. Toutes ces personnes ont normalement des revenus qui sont indexés. Donc pour elles, si l'index augmente de 8%, leur loyer augmentera de 8%, leur salaire augmentera de 8% et le loyer représentera par conséquent toujours la même proportion du salaire. Et on voit mal pourquoi les propriétaires bailleurs devraient supporter les conséquences d'une inflation dont ils ne sont évidemment pas responsables. Cette inflation, elle a trois causes. D'abord, la désorganisation des chaînes de production et de distribution, qui est la suite des mesures absurdes de lockdown prises dans la plupart des pays et qui sont encore toujours en vigueur dans les plus répressifs d'entre eux, comme la Chine. Et on sait bien que pour relancer ensuite une chaîne, relancer des entreprises que l'on a fermées autoritairement, souvent de manière très abrupte, eh bien ça prend du temps pour parvenir à les relancer. La deuxième, eh bien sûr, c'est cette terrible guerre en Ukraine qui fait qu'un certain nombre de produits ont du mal à nous arriver et que pour d'autres, les prix augmentent. Alors, dans ces deux cas, eh bien, on voit que ce sont des États, pas toujours le nôtre, bien sûr, qui n'a rien à voir, aucune responsabilité dans la guerre en Ukraine. Ce sont des États qui sont les responsables d'un système qui, dans un marché libre, fonctionnerait très bien. La troisième cause nous mène plus loin. Cela fait un bon bout de temps que la Banque centrale européenne a fixé des taux d'intérêt très bas, qui impliquent qu'il y a trop d'argent en circulation. Le crédit a été beaucoup trop facilité et ça, eh bien, ça crée de l'inflation. C'est une politique qui est destinée à causer du tort à ce qu'on appelle les rentiers, les gens qui ont de l'épargne et qui en obtiennent un rendement de plus en plus faible quand il n'est pas nul. Par contre, cette politique a des bénéficiaires et ces bénéficiaires les plus importants, ce sont les États précisément parce que ce sont les emprunteurs, ceux qui empruntent le plus et dont les charges vont donc être réduites grâce au fait qu'ils empruntent à des taux qui sont pratiquement nuls, alors que leur dette publique ne cesse d'augmenter de façon rapide. Et là encore, on le voit, le responsable, eh bien, c'est les États, une fois de plus, qui sont responsables de cette situation et responsables donc de l'inflation. Pourtant, les experts officiels, c'est comme en matière de Covid, il y a les experts officiels en matière aussi de pouvoir d'achat. Eh bien, dans leurs recommandations, ils ne disent pas que c'est l'État qui doit faire un effort. Non, ils formulent un certain nombre de propositions qui sont pour le moins étonnantes. Alors, on nous dit d'abord
et c'est celle dont on a le plus parlé dans les journaux. Il paraît que c'est sérieux, donc, que pour réduire le problème de pouvoir d'achat, pour améliorer le pouvoir d'achat, il faudrait réduire la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes. Alors, le lien avec le pouvoir d'achat paraît quand même difficile, vraiment pas évident à établir. Alors on peut bien comprendre, évidemment, que lorsqu'on roule très vite, on va consommer plus, que si l'on consomme plus, cela va coûter plus. Mais pour ça, on n'a pas besoin d'une interdiction. Et chacun peut faire son choix, décider, je compte gagner un petit peu de temps en roulant plus vite, mais ça va peut-être me coûter plus cher parce que je risque de dépasser une certaine vitesse. Je ne roulerai pas à la vitesse idéale, mais enfin, on n'a pas besoin d'interdiction. Chacun peut faire son choix. Je roule plus vite ou plus lentement, en sachant que je payerai plus cher peut-être si je roule au-delà d'une certaine vitesse. Quant à améliorer le pouvoir d'achat en prévoyant des amendes quand on roule à 100 à l'heure sur autoroute au lieu de 120, eh bien, devoir supporter cette amende, ça n'est vraiment pas du tout. Alors, une manière d'améliorer le pouvoir d'achat. Je dirais même qu'il y a une autre mesure à laquelle on pourrait penser en matière de limitation de vitesse, parce que en ville, en roulant à 30 à l'heure au lieu de 50, on consomme beaucoup plus à 30 à l'heure. Donc, on peut considérer que la limitation de vitesse à 30 à l'heure à Bruxelles pousse et oblige les pauvres conducteurs à dépenser plus en essence, à consommer davantage d'essence, à donc émettre plus de CO2 et à payer plus cher pour circuler dans la ville. Et donc, on se retrouve, à cause de cette mesure, avec un pouvoir d'achat qui diminue. Donc, je dirais que si on veut toucher aux limitations de vitesse, eh bien, il faut supprimer celle à 30 à l'heure qui cause un coût supplémentaire et réduit le pouvoir d'achat. Mais il se fait que nos experts officiels, toujours, n'aiment vraiment pas les voitures et ils nous proposent aussi, je cite, de réduire les subsides aux voitures de société. Alors, bon, d'abord, il n'y a pas de subside pour les voitures de société. Parfois, il y a eu quelques avantages en ce qui concerne les véhicules électriques, mais pas pour l'ensemble des voitures de société. Ce qui est vrai, c'est qu'on taxe moins fort l'avantage de toute nature qui est perçu par un salarié lorsqu'il reçoit l'usage d'une voiture de société que s'il gagnait la même chose, le coût réel d'utilisation de cette voiture sous forme de salaire. Alors, à suivre les experts, on devrait supprimer ou réduire cet avantage fiscal. Et bon, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Ben, si on supprime cet avantage fiscal, le salaire net va diminuer puisque l'on va payer plus d'impôts. Et donc, on se demande vraiment comment supprimer cet avantage pourrait améliorer le pouvoir d'achat. C'est exactement l'inverse que ce que les experts officiels proposent. Et puis, ils viennent aussi nous proposer toutes sortes de mesures visant à réglementer l'usage de l'énergie. Alors bon, mais si on vous dit que vous êtes obligé d'économiser sur le chauffage l'hiver prochain et que donc vous êtes obligé d'avoir froid, eh bien, pour mon sens, ce n'est pas vraiment améliorer le pouvoir d'achat. Alors peut-être vous allez dépenser moins, mais comme vous n'avez plus le pouvoir de choisir entre avoir un peu plus d'argent ou avoir un peu plus chaud, eh bien, la réalité, c'est que votre pouvoir, le pouvoir d'achat, diminue. Vous avez moins de choix en votre pouvoir. Ces fameux experts officiels ne parlent pourtant pas d'une mesure qui serait, elle, vraiment très efficace pour améliorer le pouvoir d'achat. Mais il s'agit évidemment de réduire les impôts. Pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, l'État vous prend environ la moitié de ce que vous gagnez. Personne ne réduit plus que lui notre pouvoir d'achat tous les jours. Et c'est à lui, à mon sens, qu'il incombe de faire un effort, de réduire son train de vie à lui, lui qui n'a ce train de vie que parce qu'il nous prend par la force ce que nous gagnons. Et alors, il peut réduire
Eh bien sûr, les taxes sur les carburants, il gagne beaucoup d'argent avec les prix qui augmentent. Et puis, il l'a déjà fait, il l'a déjà réduit dans une certaine mesure, il peut aller plus loin. Et puis aussi, toutes les autres taxes. Mais nous le savons bien, un expert qui oserait dire que c'est l'État qui doit réduire son train de vie, eh bien cet expert-là, il ne sera plus jamais un expert officiel. Je vous remercie.